Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma Ligue 2 part en live. Voilà le nouveau débrief de la 32e journée de Ligue 2 sur maligue2.fr. Je suis Julien, journaliste pour le site ML2. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Une émission où on sera seulement deux voilà, pour débriefer exceptionnellement cette 32e journée le lundi, puisque tous les matchs se sont achevés ce samedi. C'était le 26 avril. Donc, on a vu il y a beaucoup d'événements à rapporter, beaucoup de choses qui se sont officialisées et d'autres qui commencent à être assez concrètes pour certains clubs qui jouent la montée, le maintien, ou voilà, qui sont proches de la relégation. On va parler de tout ça bien sûr en détail dans les minutes qui suivent. Je suis accompagné de mon collègue et journaliste aussi sur maligue2.fr, Étienne Comte. Salut Étienne. Salut Julien, salut tout le monde. On a vu un bon week-end de foot avec des événements un peu, des surprises, on va dire, des surprises en Ligue 2, il y en a eu. Des matchs qui ont été à sens unique, hein, on va en parler tout de suite avec notamment les Merlus contre Caen. Voilà, il n'y a pas eu trop de surprises assez rapidement dans le match. Voilà, est-ce qu'il y a une rencontre par laquelle tu voudrais commencer justement sur cette 32e journée qui, ma foi, nous rapproche vraiment de la fin de la saison. Là, on est au cœur du sprint final. Je pense que la rencontre la plus marquante de cette 32e journée, c'est la défaite de Metz sur la pelouse de Pau. Une défaite de Metz qui a eu quelques signes avant-coureurs lors des journées précédentes. On sentait que Metz commençait à être émoussé, notamment offensivement. Là, c'était moins intéressant depuis quelques temps. Ça sortait un peu les rames. Et là, Metz a fait 10 bonnes premières minutes à Pau avant de complètement s'éteindre, de tomber dans un jeu stérile et surtout de concéder d'énormes opportunités en contre. Et finalement, c'est un match raté de A à Z pour les Lorrains. Ouais, raté de A à Z, je suis d'accord avec toi dans le sens où on n'a pas vu en fait ces Grenats qui sont aussi aussi solides. Vraiment, pendant longtemps, ils faisaient partie de ils étaient dans les équipes qu'on n'arrivait pas à bouger. À partir du moment où ils marquaient, on se disait voilà, c'était injouable. J'ai l'impression que les équipes commencent à comprendre comment les faire déjouer. Commencent à comprendre comment les frustrer, les emmener à les amener à faire des erreurs assez grossières, hein, défensivement. Franchement, là, c'était loin d'être l'assurance sous risque. Et même, j'ai envie de dire, défensivement, j'ai pas vu un pire match de Metz. Alors, on les a pas tous vus dans l'intégralité. Il y avait des matchs dans les multiplex, donc on voyait pas toutes les occasions qui se déroulaient. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un pire match de Metz défensivement que ce match-là contre Pau, qui a des très bonnes individualités offensives, qui a un super jeu collectif également. On peut que le souligner. Mais je crois que c'est toi qui avais mis ce message-là dans notre conversation de la rédaction. Si tu avais un Boutaïb en meilleure forme, ça aurait pu être bien plus grave là. Alors, c'est vrai qu'il fait une très belle déviation sur le deuxième but marqué par Arcont, je crois. Mais oui, Boutaïb, il a raté 2 ou 3 grosses occasions et Metz aurait vraiment pu terminer le match avec un tarif bien plus sévère. Hein. Ouais, non, très clairement, là, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, personnellement, je voyais plutôt Paris galérer un petit peu aussi à accrocher des résultats. Le match contre Bastia était loin d'être convaincant. Le match quelques heures avant, on va en reparler, le match quelques heures avant Metz contre Rodez était tout sauf convaincant aussi. Hein. C'était très poussif dans la dernière demi-heure. Et pourtant, Paris a pris 3 et 1 point dans ces deux journées-là, quand Metz prend qu'un point contre le Red Star, alors que, bon, certes, ils se sont fait un peu bouger, mais ils dominent quand même. Et là, contre Pau, ils sont clairement pas à leur avantage et ils en prennent 0 et ils disent pratiquement adieu à la montée automatique. Là, il manque plus qu'une victoire du Paris FC ou de nul. Non, de nul, ça suffirait pas. Mais il manque qu'une victoire au Paris FC sur les 2 dernières journées pour assurer la montée. Pour moi, Metz a clairement raté le coche là, sur ces 2 dernières journées. Et pourtant, je voyais peut-être Paris se rater. Pour toi, est-ce que c'est terminé pour les Grenats? Ils ont manqué leur occasion et là, il faut se projeter sur le Play-off 2. Sachant que le Paris FC va à Martigues le week-end prochain et terminera contre une équipe d'Ajaccio qui n'a plus rien à jouer, je vois mal le Paris FC rater la balle de break que Metz vient de lui offrir là quand même. Donc je pense que Metz il va falloir se reconcentrer pour attaquer les éventuels playoffs de la meilleure des manières parce que là c'est une équipe en perte de vitesse au pire des moments, mais on en parlera après. Les équipes qui sont derrière sont pas forcément régulières non plus, donc ça va être intéressant à regarder.
Ouais, effectivement, Dunkerque pas régulier du tout, puisque Dunkerque vient de perdre contre 3 à 3, 2-0, victoire qui assure définitivement le maintien de l'Estac, même si c'était quand même très clairement en bonne voie. Donc voilà qui est fait pour Dunkerque, qui se fait finalement rejoindre un petit peu par Guingamp, Laval et Annecy, qui tous les trois ont gagné leur match du week-end, du vendredi. Donc voilà, il y a encore une petite possibilité pour que Dunkerque ne se qualifie pas en play-off. Ça paraît quand même assez compliqué. On pense plutôt que c'est la 5e place qui va être l'enjeu pour la Vallée Annecy, mais sait-on jamais, si Dunkerque continue sur cette dynamique-là, voilà, ça peut aussi poser problème, même si pour l'instant, ce sont bien eux qui sont 4e et en position de recevoir pour le play-off 1. Donc, soit Guingamp qui est 5e et qui a fait un bon match dont on va reparler juste après, et soit Laval ou Annecy qui sont encore des poursuivants tout à fait crédibles dans cette course au play-off et donc potentiellement au barrage. On va parler évidemment de l'autre gros événement, c'est que le fait que Metz ait perdu, ça a offert sur un plateau la montée au FC Lorient qui n'a fait qu'une bouchée du Stade Malherbe, clairement. Bon, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Hein. Oui, bah, c'est l'enfer, quoi. Quand tu es déjà relégué, il faut aller chez le leader qui est intraitable à domicile, Lorient qui a perdu qu'une fois au Moustoir. En plus, Didi Gaucho qui se blesse au bout de 5 minutes. Ah ouais. Voilà, le match commence mal. Hein. Il y a cette énorme erreur de Le Breton sur le deuxième but. Enfin, voilà, c'est interminable cette fin de saison pour Caen. Il y a encore 2 matchs à tirer. Bon, voilà. Enfin, il y a plus rien à. Évidemment, mathématiquement, il y a plus rien à espérer, mais Michel Derzakarian a évoqué le fait peut-être de mettre des jeunes sur la fin de saison, là, parce que voilà, clairement, tu as des joueurs qui n'en veulent plus, voilà, qui savent que l'aventure est terminée. Bon, voilà, c'est triste. Bon, Lorient, évidemment, eux, ils étaient dans l'euphorie totale, hein, dans l'opposé complet. Donc, forcément, le 4-0, il est tout à fait logique. Ouais. C'est terrible parce que tu parlais de la sortie de Didi Gaucho à la 5e minute là, et c'est lui qui a la meilleure note d'après l'algorithme de la LFP. Ouais, je ne sais pas comment. Enfin, je sais pas, on connaît pas les secrets de cet algorithme qui parfois nous réserve quelques surprises. Mais, ça montre bien la médiocrité de l'équipe sur le reste de la rencontre en fait. Tu vois, oui. D'ailleurs, Brahimi qui est sorti dès la mi-temps, mais voilà, le coach a clairement expliqué qu'il aurait pu en sortir plusieurs autres dès la pause, parce que voilà, personne a répondu aux attentes, à part peut-être Mandrea qui a sauvé deux, trois occasions à certains moments, mais ouais, bon, c'était un match galère. Un de plus pour Caen. Malheureusement, et les langues commencent à se délier. Tu parlais de Derzekarian qui disait, voilà, je crois que le titre de la brève que tu avais faite, c'était si les joueurs n'ont pas envie d'être là, qu'ils rentrent chez eux. Voilà. Et Yann M'Vila aussi qui pousse aussi des gueulantes maintenant dans les médias locaux. On voit clairement, il y a un ras-le-bol, c'est pas que chez les supporters, c'est de l'intérieur. Voilà, les langues se délient, que les joueurs eux-mêmes trouvent qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils n'ont pas le niveau pour cette Ligue 2, alors que dans leur profil, dans leur expérience sur leur carrière, ils ont clairement montré qu'ils l'avaient. Mandrea, c'est un très bon gardien de Ligue 2. La saison dernière, il l'a montré. Et cette année, il y a tout qui passe. Il y a plein de joueurs très prometteurs et même très expérimentés sur beaucoup de postes qui ont très clairement raté leur saison de manière catastrophique. Tout l'inverse du FC Lorient, et on en parlait au niveau de leur attaque. Bon là, tu vois, c'est Bamba et Kroupi qui marquent en première mi-temps. Soumano rentre en deuxième, il marque un doublé. C'est 3 attaquants qui seraient titulaires dans absolument 100% des clubs de Ligue 2. Et voilà, Olivier Pantaloni doit faire le choix d'à chaque fois en laisser un sur le banc. Voilà, c'est un problème de riche et franchement, il n'a pas eu à s'en plaindre toute la saison. C'était vraiment. En plus, je crois qu'ils ne sont jamais blessés. En plus, ces 3, il n'y a jamais eu un joueur out pour plus d'une semaine ou 2. Quoi. Donc, il me semble que Bamba a eu une période d'indisponibilité. Peut-être au début, oui, il y a eu un mois ou 2. Ouais, peut-être. Ouais, effectivement, où il a raté des matchs. Et d'ailleurs, ça correspond un petit peu au moment où Lorient était derrière le Paris FC. Bon, voilà, mais là, franchement, c'est une machine de guerre, hein, ce Lorient-là. Et ils ont 3 points d'avance sur Paris,
avec une différence de but qui est favorable aussi. Très clairement, bon, le titre, il est quasiment dans la poche. Alors, il ne sera pas forcément officiel, même avec une victoire dès la prochaine journée, mais ouais, il se détache comme le champion évident pour moi de cette fin de saison. Même si Paris peut encore accrocher le titre, je vois pas ce qui pourrait échapper à Lorient, surtout que Lorient va jouer Martigues à la dernière journée. Martigues qui aura peut-être quelque chose à jouer aussi sur la dernière journée, attention. Hein, ils seront pas forcément barragistes obligatoirement. Ils peuvent même accrocher la 15e place si jamais ils font un gros résultat contre Paris. Mais d'ailleurs, s'ils font un gros résultat contre Paris, Lorient sera quasiment aussi automatiquement champion. Donc voilà, ça fait beaucoup de scénarios à prendre en compte. Mais pour moi, Lorient aura été l'équipe la plus régulière, la plus impressionnante à tous les postes. Franchement, ils concèdent si peu de grosses occasions aussi. Et dans la maîtrise, bon voilà, c'est chapeau Lorientais qui mérite largement de remonter en Ligue 1. Ça fait pas de doute. Et bravo à Olivier Pantaloni aussi pour 3e montée, je crois, dans sa carrière, c'est ça? Ouais. Il en avait fait 2 à Ajaccio et là, c'est la 3e. Donc, il revient à hauteur de Gourcuff, qui en a fait 3 avec Lorient, et de Laszlo Bologna, qui est monté 3 fois aussi. Voilà, donc ouais, quand même des personnages illustres à leur manière de Ligue 2. Chapeau aux Lorientais, franchement, les scènes de joie, l'envahissement de terrain étaient très clairement mérités. On a vu des grosses déceptions la saison dernière avec une descente qui aurait peut-être jamais dû se produire vu les moyens que les Merlus avaient, même en Ligue 1. Voilà, là, c'est clairement mission accomplie. C'est ce qu'on attendait et voilà qui est réussi pour. Lorient avait quand même pris un certain risque financier en gardant un effectif de grande classe pour la Ligue 2 avec beaucoup de joueurs qui auraient pu rester en Ligue 1 finalement. Et donc, voilà, c'était quand même très attendu qu'ils remontent directement. Quand je pense à une équipe comme Clermont qui a fait le choix un peu inverse d'être très conservateur et de se mettre tout de suite en mode Ligue 2, bon, bah, ça leur a pas trop réussi. Donc voilà, Lorient a pris ce risque dans un contexte financier du football français qui est pas évident. Donc tant mieux pour eux, parce que voilà, s'ils n'avaient pas réussi à accrocher cette montée, ils auraient peut-être eu quelques soucis cet été. Ouais, tu l'as dit, tu me tends une perche parfaite effectivement pour parler du Clermont Foot. Toujours 17e de Ligue 2, donc en position de relégable et même pas de barragiste, alors que Martigues a perdu. Voilà, ils ont toujours 2 points de retard. On parlait de cette fin de saison de Clermont avec un calendrier favorable. Je crois que d'ailleurs c'est toi qui en parlais dans un débrief qu'on a fait au début du mois d'avril. Le mois d'avril s'achève, toujours pas de victoire pour Clermont Foot. Quand tu joues autant de concurrents au maintien, de candidats au maintien, enfin voilà, c'est ça, sur les semaines qui s'enchaînent, ou alors de joueurs de clubs du ventre mou, de clubs qui ont plus grand chose à jouer et qui ont franchement, sans dire que ce sont des mauvais clubs, mais qui n'ont pas été impressionnants sur la saison. C'est grave en fait de faire si peu de bons résultats, et là encore tu es tenu en échec au Red Star. Alors certes, le Red Star, on peut dire que voilà, ils auraient pu garantir leur maintien ce soir-là, et c'est un mauvais résultat aussi pour le Red Star que de faire ce match nul un partout. Mais finalement pour Clermont, c'est un clou de plus dans le cercueil, j'ai envie de dire. Bah, c'est pas encore non, mais leur dernière victoire, elle date du 10 janvier contre Martigues. Clermont, c'est la seule équipe qui a réussi à perdre contre Caen récemment. Donc, ouais, effectivement, mais là encore, bon, c'est vrai, on a dit qu'ils avaient un effectif plus modeste que Lorient, mais quand tu as quand même des joueurs comme Diédiou, Sévet et Baswamina qui ont démontré, Guy Varche qui fait une bonne deuxième partie de saison, même s'il a fait une erreur la semaine passée. Ça reste quand même incompréhensible, hein, même si on a l'habitude maintenant depuis des semaines de voir Clermont faire des prestations décevantes. Là, ils prennent le premier but, ils se font vraiment manger défensivement par l'accélération de Badji qui sert Durand sur un plateau. Il y a des failles dans cette équipe qui sont quand même impressionnantes. Et que je parviens pas à expliquer parce que la défense, encore une fois, Da Silva, Salmier, c'est des joueurs expérimentés en Ligue 2 voire en Ligue 1, donc ça reste assez décevant, quoi. Bah ouais, très décevant. Et puis
Je comprends hein, l'envie de Sébastien Mazera qui vient juste d'arriver dans une galère pas possible. Enfin, il était déjà au club depuis longtemps, mais il est arrivé à la tête de l'équipe première très récemment. Il y a 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Je comprends qu'ils disent, voilà, il reste encore 9 points à prendre. Là, il va dire, il reste 6 points à prendre. Voilà, c'est encore faisable. Mathématiquement, c'est possible. Martigues a des très gros matchs à jouer. Hein. C'est Paris et Lorient, donc les deux matchs les plus difficiles de la saison, a priori. Mais je suis désolé, mais à force de dire ça, et tu prends un point une journée sur 2, et en fait, si tu restes sur ce rythme-là, même 2 défaites de Martigues ne te suffisent pas, en fait. Voilà. Mais oui, et avec toutes les limites qu'a Martigues, on sent à Martigues une petite étincelle que tu n'as jamais vue à Caen et que tu vois pas non plus à Clermont, quoi. De temps en temps, Martigues, sur un match, ils sont capables de faire un truc, de faire déjouer l'adversaire, de faire un coup tactique. D'ailleurs, ils ont mis en difficulté Guingamp, même s'ils ont perdu cette semaine. Donc, alors que Clermont, c'est une sorte d'encéphalogramme plat, quoi. Il se passe jamais grand-chose, quoi. Et je suis désolé, et je vais faire un petit coup de gueule peut-être, et ils ne sont pas du tout responsables des résultats sportifs, ni même des choix qui ont été faits. Mais quand je vois la communication du Clermont Foot, et j'ai beaucoup de respect pour eux, mais qui, dans un tweet hier, ce dimanche, là, félicite le club partenaire en Suisse qui s'est qualifié pour la finale de Coupe de Suisse, avec des joueurs prêtés du Clermont Foot et tout ça, quand on connaît un petit peu les conditions, comment dire, c'est un club à multipropriété, hein, le Clermont Foot, depuis l'arrivée d'Ahmed Scheffer alors il y a un actionnariat avec un club en Autriche aussi, qui a connu une saison dernière qui était assez catastrophique. J'ai pas suivi cette saison. Mais disons que même si c'est un exploit pour alors j'ai oublié le nom, c'est Bienne, je crois, le club Biel. Ah oui, Biel, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Ouais, voilà. Et qui a réussi effectivement un exploit. Mais comment est-ce que tu peux te vanter sur le club, le compte officiel du Clermont Foot, d'avoir réussi, c'est un exploit d'être en finale de Coupe de Suisse et tout ça. Ça fait le genre de supporters de Clermont, c'est sûr. Ouais, Ils en ont rien à faire, en fait, les supporters clermontois. Les mecs qui vont payer leur abonnement à Montpied, ils en ont rien à faire. Les partenaires qui vont vouloir s'afficher sur le maillot de Clermont, ils en ont rien à faire, en fait. Et je dis pas que c'est indécent ou que voilà. Forcément, en plus, quand tu as des joueurs prêtés qui réussissent ailleurs, c'est normal aussi de les féliciter quand ils font quelque chose de bien. Mais là, peut-être que le contexte s'y prête pas trop quand tu es encore à 2 points du barragiste et pas à 2 points du maintien, à 2 journées de la fin. Quand tu as un club comme Clermont, avec les moyens que tu as, certes, t'es pas non plus Lorient ou le Paris FC, hein, loin de là, mais avec les moyens que tu as par rapport aux autres clubs de Ligue 2, par rapport typiquement à Martigues qui est devant toi, par rapport au Red Star, à Rodez, à Pau qui est largement devant tous ces clubs-là, même Annecy, moi je suis désolé, mais voilà, c'est peut-être que prendre un petit peu de recul et se dire bon, allez, on garde ce truc pour nous et à la limite, s'il y a un maintien, on fera un récap des autres clubs du groupe, mais franchement, j'ai trouvé ça un peu triste et les réactions des supporters derrière, ils allaient dans ce sens-là. Bon, peut-être que je suis un peu démago, mais c'était, j'ai trouvé ça un petit peu comique. Ils ont pas l'air d'avoir effectivement. C'est triste pour ce club-là qui est quand même un club emblématique de notre Ligue 2. Ils ont passé 3 ans en Ligue 1 d'affilée. Forcément, ça allait redescendre un moment, on s'y attendait. Mais le fait qu'ils aient si peu de chance finalement de se maintenir sur les dernières journées, là, comme ça, parce que même si tu gagnes après, moi je les vois les matchs de National, je vois les matchs que Boulogne fait, que Boulogne-sur-Mer fait, je vois les matchs que Le Mans fait. Alors, Le Mans, il y a moins de chances maintenant qu'ils finissent 3e, mais si c'est l'un des deux, je ne vois pas comment Clermont, sur cette dynamique-là, pourrait s'en sortir. Voilà, on peut passer à autre chose aussi et parler du FC Martigues, parce que si Clermont est aussi 17e, c'est parce que Martigues a réussi une super remontée au classement. Ça l'a pas fait à Guingamp. Voilà, c'était trop compliqué, surtout avec ces 2 buts marqués, franchement, un peu au meilleur moment, hein, pour en avant, 38e, 47e, donc juste avant la pause, juste au retour des vestiaires, 2 gros coups de massue. Même si Martigues a su se relancer avec Ocas Mendy juste à la 56e. Jolie phase retour d'ailleurs de Mendy, qui avait déjà marqué à Caen la semaine dernière, qui vraiment est bien meilleur que sur la phase aller, comme beaucoup de ses partenaires. Ça n'a pas suffi, mais on a vu Martigues être capable de le faire. On a vu Martigues être capable de mettre en danger un Guingamp qui, toute la saison, a été l'une des meilleures équipes de Ligue 2, tout simplement.
Ah mais plus que ça, ça se voyait le soulagement de Sylvain Ripoll à la fin de la rencontre parce que Guingamp a vraiment souffert. Je Ah vois ouais, les ouais. stats, 11 Mhm. tirs, 6 cadrés pour Martigues en deuxième période, Ouais. 60% presque de possession de ballon. Donc ouais, Martigues a vraiment dominé Caen dans la deuxième période, Guingamp, pardon. Et ouais, donc comme je te disais, voilà, Ouais, Martigues, ouais. ils sont capables de dominer certains matchs tactiquement, parce que j'aurais jamais cru dire ça Bien sûr. au mois de septembre où ils étaient au fond du trou où il n'y a rien qui marchait. Vraiment félicitations à Hakim Malek qui a pris le parti en arrivant de ne pas mettre en place des grands principes, mais de jouer, d'étudier chaque adversaire. Il l'a expliqué Ouais. de temps en temps dans ses conférences de presse et ça a marché plus d'une fois, notamment ça a marché contre Laval, ça a marché contre le Paris FC, donc vraiment chapeau. Hein. Mhm. Et si jamais Martigues se maintient, ça fera partie des exploits de ces dernières années, je pense. Hein. Oui, très clairement. Là, franchement, on peut le dire. Comme Dunkerque se maintenir l'an dernier, oui, oui, clairement, Martigues, si jamais il y a le sauvetage au bout, ce sera vraiment un gros coup de chapeau à tirer à tous les acteurs autour du club sur cette saison-là, parce que ouais, ils ont morflé le Martégo et Guingamp a failli encore lâcher des points. Première victoire en 3 matchs d'ailleurs pour les Guingampais qui se remettent voilà, dans le rythme, et ils ont bien fait de le faire parce que sinon ils auraient été dépassés par Laval et rejoints par Annecy. Donc voilà, victoire très très importante des Guingampais dans cette course au play-off qui est encore très très palpitante. J'ai pas envie de m'attarder spécialement sur les matchs de Dunkerque ni forcément d'Annecy qui gagne contre Ajaccio. Très dur à faire quand même sur cette phase retour. Tout le monde l'a pas fait. Et Laval qui a battu Amiens alors dans les dernières minutes avec un but de Ginny Roy, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est Ginny Roy Ouais, qui a marqué. sur un corner complètement Ouais, raté. ouais, c'est ça. Non, mais il l'a dit dans l'interview, il sentait que son coéquipier allait rater le corner, donc il est allé directement au premier poteau. Donc ça, vraiment, c'est un joueur d'expérience, faut le saluer. Et Non, juste vraiment, un petit mot ouais. sur Annecy. Annecy Mm. qui fait la deuxième période, la deuxième moitié de championnat, avec une défense décimée. Il y a encore, je crois, Drouin qui s'est blessé à l'échauffement. C'est Et ça. malgré tout, ils arrivent à garder un bon rythme, des bons résultats C'est impressionnant. sur l'ensemble des matchs, quoi. C'est quand même pas l'équipe qui a l'effectif le plus le plus fourni. Donc chapeau à Laurent Guyot. Et, Ouais, c'est ça. euh, Et et il n'y a puis pas bravo. Gagnou en plus encore là. Il n'y a pas Ouais, Gagnou à nouveau, hein. mais oui, il manque C'est-à-dire plein de que, monde en défense ouais, depuis des mois. tu, Et bravo à Quentin c'est- Paris aussi, qui a que 18 ouais, ans et qui est régulièrement décisif là. Il est en train de faire bah son là, truc. il enchaîne. Ouais, il enchaîne. C'est un joueur. Et je me rappelle Laurent Guillot, il y a un mois, il me disait non mais Quentin, je le mets parce qu'il mérite à l'entraînement, mais il n'est pas prêt au niveau de la Ligue 2. Moi, forcément, Laurent Guillot, il a l'expérience de championnat. Il dit il n'est pas Mm. encore prêt pour le niveau. Si je le mets, c'est un peu aussi parce qu'on a des problèmes. Et je vais pas dire par défaut parce que ce serait lui manquer de respect, mais voilà, il disait voilà, c'était pour tester des trucs et parce qu'il mérite à l'entraînement. Bah là, la trajectoire, elle est impressionnante. Et je sais pas si on peut le considérer comme un titulaire. Bah, la preuve que non, hein, dans ce match-là. Non, mais Mais non, comme un joueur qui peut avoir sa place dans un 11 de départ sur toute une saison. Mais très clairement, dans la rotation du FC Annecy, et bah voilà, il sort du banc avec un but super important, juste après celui de Joko. Voilà, non, très clairement, il y a une progression très, très impressionnante de ce jeune homme dans son club formateur. Et en plus, c'est un Haut-Savoyard, en plus, si je dis pas de bêtises. Hein, il est du coin. Donc voilà, c'est un petit peu la politique de formation et post-formation annécienne qui porte ses fruits sur cette fin de saison. Bravo, bravo à eux. Et quand on a parlé de Martigues et de Clermont et du Red Star dans la lutte pour le maintien, il reste que Rodez et le Paris FC, voilà, dont on peut parler. Donc là, voilà, ça concernait effectivement aussi ces deux tableaux, la lutte pour la montée automatique et la lutte pour le maintien. Et franchement, un match très intéressant. Moi, j'ai trouvé très intéressant tactiquement. J'écoutais Bean d'une oreille, parce que moi, j'étais au Mm. stade. J'écoutais Bean d'une oreille qui disait que le match n'était pas le plus passionnant, ça manquait d'occasion, des fois, voilà. Mais moi, j'ai trouvé, sur le plan tactique et le plan, ouais, au niveau du rythme, en tout cas, l'intensité qui était mise dans notre jeu, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant. Et que Rodez, comme à son habitude, en mettant voilà, ses valeurs en premier, en allant chercher très haut le Paris FC, comme disait Didier Santini
à la fin du match. C'est la seule façon dont ils pouvaient les inquiéter. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. Voilà, tout simplement. Ouais, mais tu as peut-être été porté par l'ambiance, du coup, comme tu étais sur place. Je pense, ouais. Le match, oui, il était rythmé quand même, parce que voilà, ça allait d'une surface à l'autre, c'était pas mal. Néanmoins, la qualité technique un peu moins. Ça a été décevant dans la dernière demi-heure, mais du fait de l'attitude du Paris FC. Je trouve que le Paris FC a trop cherché à casser le rythme, à préserver le score, à planter le match. En fait, ils ont voulu un peu enterrer la rencontre, voilà, mais trop tôt. Ils l'ont fait beaucoup trop tôt. C'est des choses que tu fais dans le dernier quart d'heure. Là, dès la 65e minute, ça commençait à faire traîner, à faire des petits accrochages à la moindre faute. Là, donc voilà, ils sont tombés dans leur propre piège, en fait, à vouloir casser le rythme. Voilà, ils ont finalement concédé l'égalisation parce qu'ils ont arrêté de jouer. Voilà, le PFC a arrêté de jouer dans la dernière demi-heure, donc ils ont été punis. Oui, et puis globalement aussi le RAF qui a fait un très bon match contre un adversaire de cette envergure-là, il fallait effectivement faire ce genre de prestations. Est-ce que c'est moi? Attends, je vais retourner sur les stats, mais c'est moi ou ouais, c'est ça, 19 tirs, 3 cadrés. Voilà, c'est pour Rodez. Bon, tous les tirs n'étaient pas de grande qualité. Baldé, malheureusement, il a raté quelques occasions. Je pense que Rodez aurait peut-être pu marquer en première période aussi. Parce que oui, effectivement, ils ont quand même pas mal d'occasions, mais... Ouais. Et il y a eu aussi ce penalty oublié qu'on a vu au ralenti maintes et maintes fois montré par le diffuseur. Avec la main de Colo qui est dans sa surface. Bon, voilà, c'est... Il y a eu des événements qui ont fait que Paris était devant pendant une partie du match et qu'il ne le méritait pas trop. Cette égalisation qui a été méritée pour les Ruténois, je trouve. Mais malgré tout, et là, Stéphane Gilly l'a pointé du doigt en conférence de presse, c'est que Paris continue à avancer. Voilà. Contre Bastia, je ne les ai pas trouvés très bons, ils prennent 3 points. Là, à Rodez, ils ne sont pas exceptionnels non plus. Ils prennent un point pendant que Metz en prend qu'un seul sur les deux rencontres. Et très franchement, voilà, Paris qui avance à son rythme, qui perd pas ses matchs, qui maintient sa série d'invincibilité et qui se rapproche un peu plus de la Ligue 1. Voilà, il faut le dire. Voilà, Paris est maintenant favori pour monter à la Ligue 1 très largement. Il était déjà avant ce match-là depuis le match nul de Metz contre le Red Star à domicile. Et là, voilà, j'ai du mal à voir ce qui pourrait se mettre en travers de leur chemin parce que ils trouvent les moyens d'arracher des points, même quand c'est un peu moins bien. Et on sait aussi que dès qu'il y a quelques retours aussi, notamment, moi j'ai trouvé Hamel peut-être moins présent au niveau des tirs et tout ça dans ce match-là. Mais par contre, quand il s'agissait de mettre son corps en opposition et de protéger son ballon, de faire remonter le bloc, là pour le coup, Hamel, je pense que c'est top 3 ou top 2 des joueurs les plus intelligents en Ligue 2 sur ce point de vue-là. Donc franchement, il a aussi été très important dans ce registre-là. Crasso qui est entré en jeu en cours de deuxième mi-temps alors que l'équipe menait au score. Moi, j'ai vu une équipe de Paris qui n'était pas résignée non plus. Voilà, même s'ils ont reculé, ils ont invité un peu plus la pression. Ils ont subi pendant longtemps et finalement, ils ont réussi à contrer beaucoup d'opportunités ruténoises. Je crois que beaucoup d'autres équipes de Ligue 2 se seraient effondrées. Et Metz, on l'a vu, ils ont laissé beaucoup trop d'espace à Pau alors qu'ils menaient même pas au score. Voilà, c'était typiquement tout ce qui allait pas à Metz ces dernières semaines avec des buts un peu gag concédés et des actions défensives pas dignes de la Ligue 2. Le Paris FC, pour le coup, défend bien ses cages et garde encore cet avantage sur les Grenats ils l'auront au moins encore jusqu'à la J34 puisque même en cas de défaite contre Martigues, ils seront encore devant Metz. Donc, voilà, ouais. Je crois attention, il y aura quelques suspendus pour le Paris FC contre Martigues. Maxime Lopez déjà, maître à jouer dans l'entrejeu. Julien Lopez qui a pris 2 cartons jaunes sur la fin de rencontre, après son entrée en jeu. Voilà, ça aussi c'était peut-être évitable. Mais bon, je pense aussi que c'est la ressource. Colo Chiesa qui va pas être suspendu du coup Colo, oui, si, il est suspendu pour ses propos. Après, je ne sais plus quel match où ils avaient dit qu'ils n'étaient pas arbitrés comme les autres et depuis, voilà. Des propos que tout le monde lui a rappelé après du coup son penalty, son non-penalty concédé sur sa main. Là, les supporters de Lorient et de Metz s'en sont donnés à cœur joie évidemment. Comme quoi, voilà, c'est ça. C'est que certes, l'arbitrage n'est pas toujours bon en Ligue 2, mais quand il n'est pas bon pour tout le monde. Et que peut-être que sur un match, ça te sourit pas, et sur le match après, ça va te sourire.
Donc, c'est comme ça, c'est un petit peu le cycle de cette saison. Et voilà, mais le Paris FC qui, malgré tout, conserve c'est un très très bon avantage, et même l'accroît finalement, accroît son avance sur le FC Metz, et qui peut officiellement monter en cas de victoire dès la 33e journée. Voilà un petit peu, on va vous passer le classement quand même pour vous. Je me rends compte que j'ai pas du tout changé les bannières. J'avais des bannières à changer, voilà, pour parler des autres sujets. Bon voilà, on va passer le classement général avec le FC Lorient officiellement en Ligue 1, c'est fini mathématiquement. Ils peuvent assurer le titre dès la prochaine journée si le Paris FC fait un faux pas. Le FC Metz qui prend 4 points de retard sur le top 2, mais qui sera au moins, on le sait, en play-off 2, donc à domicile pour recevoir sûr, le vainqueur du play-off 1. Et Guingamp qui garde ses 2 points d'avance, mais seulement en vertu de sa victoire contre Martigues sur Laval et Annecy. Bastia et Grenoble qui sont trop loin pour espérer quoi que ce soit. Grenoble, on le savait plus ou moins. Bastia qui enchaîne 2 défaites consécutives et qui peut dire voilà, adieu au top 5, et qui était trop loin toute la saison globalement pour le faire. Et puis Rodez, je ne l'ai pas dit, mais maintien officieux, quoi, avec plus 2 en différence de but et 6 points d'avance sur Martigues qui a moins 23 en différence de but. C'est fait, quoi. Pour Didier Santilli, c'est fait, on comprend, quoi. Enfin, à moins qu'il perde 2 fois 11-0, ce qui est assez peu probable. C'est ça. Le seul cas de figure, ce serait qu'il y a un souci dans les tribunes ou un gros souci de comportement sur la dernière journée à Polignon, et ce que je vois absolument pas se produire, et qu'il y ait des points retirés a posteriori par la commission de discipline. Pour moi, voilà, Rodez aussi maintenu, tout comme Ajaccio. Le Red Star, c'est quasiment fait. Il manque juste un petit coup de pouce, voilà, peut-être du Paris FC ou de Lorient pour retenir un petit peu Martigues dans sa course. Mais globalement, le Red Star a montré quand même des bonnes choses sur les dernières journées. Et puis Clermont qui ne peut d'ores et déjà plus qu'espérer la place de barragiste. Voilà, c'est un petit peu les enseignements de cette 32e journée. Voilà un petit peu pour ce débrief. On va faire un petit peu plus court aussi parce qu'on n'est que 2 à donner nos avis, donc c'est plus facile aussi de se restreindre. Merci Étienne de m'avoir accompagné pour ce live, pour cette émission. C'est pas un live, c'est complètement différé. Ouais. Voilà. Et puis on va suivre toujours aussi attentivement les deux prochaines journées de Ligue 2. Alors ça va être des multiplex, ça, pour le coup. Il n'y a pas de match décalé. Donc ce sera vendredi et ensuite le samedi. C'est un multiplex le samedi à 17h pour la 34e journée de Ligue 2. Qu'on débriefera aussi avec grand plaisir avant de se projeter sur les playoffs et les barrages. Donc un petit peu cette fin de saison haletante pour les clubs qui peuvent encore soit monter de national, soit monter de Ligue 2 en Ligue 1. Ça va être très très intéressant à suivre. Bien sûr, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la J33. En attendant, portez-vous bien et merci d'être toujours aussi nombreux à regarder nos vidéos sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire si jamais vous voulez voilà, nous faire part de quelque chose, voir même un point sur lequel on pourrait s'améliorer. Voilà, bien sûr, on parle moins des clubs comme Troyes, Amiens, Pau, voilà, qui sont sauvés. Vous comprendrez, bien sûr, sur cette fin de saison, il y a d'autres enjeux. On sera ravis de parler de tous les autres clubs, peut-être de faire un gros débrief, peut-être un gros bilan à la fin de la saison, un bulletin de notes à la fin. Allez, on va peut-être se chauffer pour faire ça avec Étienne et Karel sur la fin de saison. Merci à tous. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et à très bientôt pour un nouveau débrief. Salut. Salut.